Bienvenue dans cette 7e vidéo sur les applications linéaires. Dans cette vidéo, on va faire une petite parenthèse. On ne va pas avancer dans le cours, on va traiter un exercice que je trouve à la fois original et très formateur sur le sujet des isomorphismes. Alors, lisons ensemble l'énoncé. Donc, on se place dans le R espace vectoriel E qui est l'ensemble des fonctions continues sur le segment 0,2, fonction à valeur dans R. Et on considère l'ensemble F qui est l'ensemble des fonctions de E qui sont affines par morceaux, et plus précisément affine sur l'intervalle 0,1 d'une part, et également affine sur l'intervalle 1,2 d'autre part. Donc c'est les fonctions de ce type. Regardez, là j'ai dessiné une fonction petit f qui appartient à grand F. L'objectif va être en quelque sorte d'étudier cet ensemble grand F, de montrer que c'est un sous-espace, de trouver sa dimension. C'est une situation qui est un peu exotique pour nous, puisqu'on se place ici dans un espace de fonctions, c'est-à-dire qu'un vecteur, c'est une fonction. Alors, première question, montrer que f est un sous-espace vectoriel de E. On est méthodique. D'abord, on montre que la fonction nulle est bien dans f. Bah oui, elle est dans f, la fonction nulle. Elle est bien affine par morceau. Ensuite, on montre que f est stable par combinaison linéaire. Donc, on considère deux fonctions de f et deux scalaires lambda et mu. Et le but va être de démontrer que la combinaison linéaire lambda f plus mu fois g est elle-même une fonction de grand F, c'est-à-dire une fonction affine par morceau. Et continue, hein. Il faut que ça soit continu. Alors, du coup, il faut qu'on raisonne sur chacun des deux intervalles 0,1 et 1,2. Commençons par 0,1. Donc, f et g sont affines sur 0,1, ce qui signifie qu'il existe des constantes ABCD, telles que f de x est égal à ax plus b et g de x est égal à cx plus d, bien sûr pour x appartenant à cet intervalle 0,1. Du coup, lorsque je regarde la fonction lambda f plus mu fois g en x, eh bien, ça me donne ça. Et en réorganisant les choses, je peux mettre ça sous la forme de constante fois x plus constante, c'est-à-dire ax plus b. Tout ça, ça montre que du coup, eh bien, cette fonction, lambda f plus mu fois g, est bien affine sur le segment 0,1. Reste à montrer qu'elle l'est aussi sur le segment 1,2, mais en fait, c'est exactement la même démonstration. Là, on reprend tout, on change tout, tous les 0,1, on les change par 1,2, et c'est strictement la même démonstration. Donc, pas de problème, on a bien montré que lambda f plus mu fois g était affine par morceau, ce qui signifie que grand F, ce qui signifie que f est stable par combinaison linéaire. Donc, conclusion, grand F est un sous-espace vectoriel de E. Voilà, alors bon, j'ai procédé comme ça parce que c'était le plus simple, je me suis pas posé de questions, mais en fait on aurait pu être un peu plus élégant. Quelque part, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Eh bien c'est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 1. Donc si jamais on fait l'amalgame entre les polynômes et les fonctions polynomiales, c'est un élément de R1 crochet x. Et un élément de R1 crochet x, on sait que c'est un sous-espace vectoriel de R crochet x. On sait que quand on fait des combinaisons linéaires d'éléments de R1 crochet x, on reste dans R1 crochet x. Quelque part là, on l'a un peu redémontré quand même. C'est ça qu'on a montré. On a pris deux polynômes de degré inférieur à 1 et on a vu qu'une combinaison linéaire était elle-même un polynôme de degré inférieur à 1. Alors, question petit 2, c'est un petit lemme qui nous servira par la suite. Montrer que de façon générale, si l'on fixe deux points du plan A1 de coordonnées x1, y1 et A2 de coordonnées x2, y2, avec x1 différent de x2, alors il existe une unique fonction affine sur R dont le graphe passe par A1 et A2. Donc c'est tout à fait intuitif ce qu'on est en train de dire là. On est en train de dire si je fixe deux points du plan qui n'ont pas la même abscisse, donc ils sont pas sur la même droite verticale, eh bien il existe une unique droite qui passe par ces deux points. Voilà, c'est juste ça qui est dit. Ici, x1 c'est ça, x2 c'est ça, et puis je place sur mon dessin y1 et y2. Voilà, donc nous il s'agit de montrer qu'il existe une unique fonction affine qui vérifie ce système-là. f de x1 est égal à y1 et f de x2 est égal à y2. Alors, pareil, il y a plusieurs façons de le faire, plus ou moins élégantes. Moi j'ai choisi de le faire premièrement de la manière la moins élégante possible, c'est-à-dire directement chercher des fonctions du type ax plus b qui vérifient ce système. Et c'est tout. Donc mes inconnus sont donc a et b ici. Pour faire ça, j'ai procédé par analyse synthèse. Donc d'abord, je considère que oui, il existe une fonction f. Donc il existe des a et b qui vérifient ce système. Ce système, c'est f de x1
égale y1 et f de x2 égale y2. Et en bidouillant ici les deux lignes, eh bien j'arrive au fait que A ne peut valoir que cette valeur-là et que B ne peut valoir que cette valeur-là. Donc fin de l'analyse. Maintenant dans la synthèse, eh bien je regarde la réciproque, c'est-à-dire je dis bon voilà, posons A de cette manière-là et B de cette manière-là, et en fait on vérifie sans difficulté que la fonction qui a x associée à x plus B vérifie bien ce système. Donc conclusion, la fonction ax plus b avec ce a et ce b est l'unique solution de ce problème. Donc il existe une unique fonction affine dont le graphe passe par ces deux points. Voilà, je n'ai pas été très élégant, il y a des manières bien plus rapides de le faire et nous verrons ça en fin de vidéo, nous reviendrons sur cette question. Alors on arrive dans le vif du sujet. Question 3, déterminer la dimension de f, et il y a plusieurs façons de démontrer la dimension de f bien sûr, mais là l'énoncé nous met sur une voie, il dit à l'aide d'un isomorphisme, détermine la dimension de f. Alors là il faut un petit peu réfléchir. Si je regarde ce qu'est une fonction de grand f, je me rends compte qu'en fait, au niveau des degrés de liberté, il y en a 3. Quelque part, une façon de créer une telle fonction, c'est de fixer les 3 points que j'ai mis en rouge ici, c'est-à-dire la valeur de la fonction en 0, la valeur de la fonction en 1 et la valeur de la fonction en 2. Et ici, je les fixe librement, puisqu'on peut imaginer que chacun de ces points rouges peut évoluer librement sur sa droite verticale. D'autre part, lorsque j'ai fixé ces 3 points rouges, alors c'est terminé. En fait, j'ai entièrement caractérisé la fonction puisqu'il n'y a plus d'autre choix que de relier les points rouges par des segments de droite. Donc, non seulement ces 3 points, f de 0, f de 1 et f de 2, caractérisent entièrement la fonction petit f, mais en plus, chacun d'entre eux est entre guillemets libre par rapport aux autres, c'est-à-dire que les 3 quantités sont indépendantes. Donc là, ce qu'on peut conjecturer, c'est que comme on voit apparaître 3 degrés de liberté, l'ensemble grand F, il va être de dimension 3. Et de plus, ce qui nous vient à l'esprit, c'est qu'une façon de le démontrer va être de poser la fonction suivante. La fonction qui a F associe ce fameux triplet. Voilà. Là, je sens qu'il n'y a aucune perte d'information, c'est-à-dire connaître f, c'est exactement la même chose que connaître ces 3 points. Cette fonction phi, c'est donc une fonction qui va de grand F dans R3. Ce qui va nous fixer notre stratégie. En fait, la stratégie, ça va être de considérer cette fonction, de montrer que cette fonction est un isomorphisme, et quand on saura que c'est un isomorphisme, on pourra dire, bon ben voilà, par théorème, du coup, la dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'espace d'arrivée, et donc f est de dimension 3. Donc c'est ce qu'on a fait. Sans surprise, on pose phi qui à f associe ce triplet, donc une fonction de f dans R3, et montrons que phi est un isomorphisme. Tout d'abord, il s'agit de démontrer que phi est linéaire, mais ça c'est juste une formalité. Ensuite, montrons que phi est injective. Comme elle est linéaire, ça revient à montrer que le noyau est réduit à 0. Donc on prend une fonction f dans le noyau de phi, c'est-à-dire une fonction telle que ce triplet vaut 0. Et le but est de démontrer que f est la fonction nulle. Mais bien sûr que c'est la fonction nulle. Si f de 0 vaut 0, que f de 1 vaut 0 et que f de 2 vaut 0, et que la fonction doit être affine sur chacun des intervalles, alors c'est la fonction nulle. D'accord ? Là, on utilise le lemme de la question 2 qui nous dit qu'il existe une unique fonction qui passe systématiquement par les 2 points. Donc, il n'y a que la fonction nulle, du coup, qui fait ça. Donc, f est la fonction nulle. Ça prouve que le noyau de phi est réduit à 0. Et donc, phi est injectif. Ensuite, montrons que phi est surjectif. Alors là, il va falloir revenir à la définition de la surjectivité. Pourquoi ? Premièrement, on ne peut pas utiliser un argument de dimension, parce que souvent c'est ça qu'on fait quand on montre qu'une fonction est surjective. En fait on ne le démontre pas parce qu'on utilise les dimensions. Mais sauf que là on n'a pas la dimension de grand F. Justement, c'est ce qu'on veut obtenir. Donc voilà, il n'y aura pas de raccourci, on va devoir montrer que phi est surjective.
D'autre part, les autres techniques pour montrer qu'une application linéaire est surjective, c'est souvent de regarder son image, et notamment le fait que l'image de phi, c'est le vect de phi de une base de l'espace de départ. Le problème, c'est qu'on n'a pas de base de l'ensemble de départ. C'est pareil, f pour le moment, ça reste un espace vectoriel mystérieux sur lequel on n'a ni la dimension ni de base. Donc c'est pareil, cette chose-là, on ne va pas pouvoir s'en sortir, on ne va pas trop pouvoir l'utiliser. Alors, on pourrait en fait passer par des arguments, pas tout à fait ça, mais pas loin d'être ça. Mais en fait, c'est pas plus compliqué de montrer que phi est directement surjective en revenant à la définition. Regardez. La surjectivité, ça signifie que si je prends n'importe quel vecteur dans l'espace d'arrivée, il admet toujours au moins un antécédent. Donc on va montrer ça. On considère un vecteur de R3, y0, y1, y2, et on se pose la question, existe-t-il une fonction telle que phi de f est égale à ce triplet? Or, mais qu'est-ce que ça veut dire que phi de f est égal à ça? Ça veut dire que f de 0 c'est y0, que f de 1 c'est y1 et que f de 2 c'est y2. Sur mon dessin, ça veut donc dire que la fonction passe par ces 3 points. Mais bien sûr qu'il existe une fonction qui fait ça. C'est évident. Regardez, il suffit de placer ces 3 points et puis de les relier. Et voilà. La fonction que je viens de construire, c'est une fonction de f, puisqu'elle est affine par morceau, elle est continue. Et elle vérifie bien, f de 0 égale y0, f de 1 égale y1, f de 2 égale y2. Donc ça marche. Voilà. Là, c'est ce que j'ai dit ici. Oui, bien sûr qu'il existe une fonction telle que phi de f est égale à ça. Il suffit de prendre sur 0,1 la fonction affine qui passe par ces 2 points. Donc on utilise encore une nouvelle fois la question 2. Et sur cet intervalle-là, la fonction affine qui passe par ces 2 points-là. Conclusion, phi est linéaire, injective, surjective, donc c'est un isomorphisme. Et donc par théorème, il y a égalité des dimensions entre l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Donc la dimension de f, c'est 3. C'est gagné. Alors, dernière question. Déterminer une base de f. Il y a plusieurs façons de procéder. On est quand même en bonne position puisque maintenant on sait que f est de dimension 3. Donc globalement, dès qu'on trouve 3 vecteurs libres de f, 3 fonctions du coup de f, telles qu'aucune des 3 n'est une combinaison linéaire des deux autres, c'est gagné. Alors on pourrait bricoler comme ça, prendre des fonctions un peu au pif, et puis montrer que voilà, c'est bon, elles sont libres, et du coup c'est une base. Moi je vais utiliser une autre technique que je trouve plus efficace, plus jolie, et qui en plus met en évidence l'intérêt de mon isomorphisme. On va utiliser le fait que en fait, les isomorphismes, ils envoient des bases sur des bases. Or là j'ai un isomorphisme entre f et R3. Donc il suffit de prendre une base de R3, de lui appliquer, alors non pas phi, mais phi-1, mais qui est aussi un isomorphisme, et on va obtenir du coup une base de f. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme base de R3 Écoutez, moi je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la base canonique, tout simplement. Donc on prend E1 égale ça, E2 égale ça, E3 égale ça, ça c'est la base canonique de R3. Et maintenant, je vais considérer la famille suivante, la fonction f1 égale à phi-1 de E1, f2 égale phi-1 de E2, et f3 égale phi-1 de E3. En d'autres termes, la famille de fonctions f1, f2, f3, c'est l'image de la base canonique par phi-1. Et par théorème, c'est une base de f, puisque les isomorphismes envoient les bases sur les bases. Je pourrais m'arrêter là. C'est un argument théorique pour dire, voilà, j'ai trouvé une base. C'est quand même intéressant d'expliciter ces 3 fonctions. Quelque part, qu'est-ce que c'est f1 F1, par définition, c'est la fonction telle que quand je lui applique phi, je tombe sur E1. Et oui, c'est ça, phi-1 de E1. Phi-1 de E1, c'est la fonction telle que quand je lui applique phi, je tombe sur E1. Donc en d'autres termes, c'est la fonction qui vérifie que le triplet f de 0, f de 1, f de 2 doit être égal à E1, c'est-à-dire à 1, 0, 0. En d'autres termes, c'est la fonction qui vaut donc 1, 0, 0. C'est cette fonction-là, f1. Ensuite, f2, c'est la fonction qui, quand je lui applique phi, vaut 0, 1, 0. En d'autres termes, c'est la fonction qui vaut 0, 1, 0. Et enfin, f3, c'est la fonction qui vaut 0, 0, 1. Voilà, ces 3 fonctions
forment une base du sous-espace grand F. Bon, alors, j'aime bien cet exercice parce qu'il montre quelque chose. Il montre que, bien souvent, un isomorphisme, c'est une façon de changer de point de vue sur un espace vectoriel. On montre qu'un espace il est isomorphe à un autre espace pour dire, en fait, voilà, tu peux le voir comme ça, en quelque sorte. Tu peux le paramétrer de cette façon-là. Un vecteur de ton espace, tu peux le caractériser d'une autre manière dans un autre espace. Ici, tu le caractérises par un triplet. On voit que dans cet exemple-là, non seulement ça a permis d'avoir la dimension de f, ce qui est important, mais en plus d'avoir une certaine vision qui clarifie cet espace vectoriel grand F. Puisque à partir de maintenant, on a un peu envie, quand on manipule un vecteur de grand F, plutôt que de voir la fonction en elle-même, juste de voir le triplet. C'est-à-dire de voir phi-1 de quelque chose. Par exemple, je veux la fonction qui vaut je ne sais pas quoi en 0, je ne sais pas quoi en 1, je ne sais pas quoi, par exemple 3, 2, 4. Eh bien, cette fonction-là, c'est tout simplement phi-1 de 3, 2, 4. Voilà. C'est l'unique fonction qui vérifie ça. Tac, tac. OK ? Au passage, il y avait d'autres... Il n'y a pas du tout que cet isomorphisme qu'on peut poser entre f et R3. Regardez par exemple, je peux poser une autre fonction. Regardez ce qu'on peut faire. On peut prendre la fonction qui a f associe par exemple f de 0, f' de 0. Vous voyez, quand j'ai fait ça, j'ai fixé à la fois la valeur en 0 et la pente. Donc en fait, j'ai fixé toute la partie sur 0,1 quand j'ai fait ça. Et puis f de 2. Voilà, là on sent qu'il n'y a aucune perte d'information. Ce triplet caractérise bien la fonction f. Donc ça va être un isomorphisme. Très clairement. Je peux même mettre ici f' de 2 aussi. Pareil, ça va caractériser la fonction f. Autre isomorphisme possible, regardez ce qu'on peut faire. On met f de 1,5, f de 3,5, et puis l'intégrale de f entre 0 et 2. Voilà, ça va être linéaire aussi. Il y a de très très bonnes chances pour que ça soit aussi un isomorphisme. En fait, si je prends trois quantités réelles qui dépendent de f de manière linéaire et qui n'ont pas de liaison entre elles, eh bien, j'obtiendrai un isomorphisme. Alors d'ailleurs, au passage, montrer que ces deux fonctions sont des isomorphismes, maintenant qu'on sait que f est de dimension 3, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a juste à montrer qu'elles sont injectives. Vu que là, j'ai dimension 3, il suffit de montrer qu'elle est injective, donc il suffit de démontrer que leur noyau est réduit à 0. Et ça, c'est assez facile, en fait. Par exemple, ça, si une fonction vérifie que tout ça vaut 0, montrer que c'est forcément la fonction nulle, c'est pas compliqué. Donc voilà, on profite très largement du fait qu'on a la dimension de grand F. Alors, on va se quitter avec un retour, comme j'avais promis, sur la question 2, c'est-à-dire sur le fait que par deux points passe une unique droite. On avait résolu un petit système. Je vous propose, maintenant qu'on est fort en isomorphisme, un autre point de vue beaucoup plus efficace. Quelque part, une fonction affine, qu'est-ce que c'est ? C'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, si je fais l'amalgame entre les polynômes et les fonctions polynomiales. Donc, quelque part, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un polynôme de R1 crochet X est entièrement caractérisé par deux valeurs. Voilà. Du coup, mais qu'est-ce qu'on a envie de poser ? On a envie de poser cette chose-là, cette application linéaire-là. Quelque part, dire que il n'y a qu'une seule et unique fonction polynomiale qui vérifie cette chose-là, c'est très exactement dire que cette chose-là est un isomorphisme, parce que ça signifie que, quels que soient les deux points de R2 que je prends, y1 et y2, il existera toujours un unique polynôme tel que P de x1, P de x2 est égal à ce couple. Donc c'est très exactement la définition d'une bijection. Donc pour démontrer ça, on a très envie de poser phi qui est égal à cette chose-là et de démontrer que phi est un isomorphisme. Regardez déjà, ça commence bien.
ça c'est de dimension 2, ça c'est de dimension 2. Donc il y a juste à montrer que phi est injective. Alors elle est linéaire, hein, ça se voit. Hein. Donc il y a juste à montrer qu'elle est injective. Ensuite, si jamais je veux montrer que son noyau est réduit à 0, je considère un P dans le noyau de phi. Il vérifie donc que P de x1 est égal à 0 et P de x2 est égal à 0. Est-ce que ça démontre que P est le polynôme nul? Bah oui, parce qu'en fait, regardez, ça fait 2 racines. Il a donc 2 racines distinctes. Or, il est de degré maximum 1. Donc ça fait plus de racines que son degré. Donc c'est forcément le polynôme nul. Voilà, terminé. Phi est un isomorphisme, donc il existe, pour tout couple y1, y2, il existe un unique polynôme qui vérifie ça. Vous voyez, c'est très élégant. Alors on peut se dire, bon, en même temps, on n'avait pas forcément besoin de ça. Oui, mais regardez, en fait, on va aller un peu plus loin. Vous voyez là, j'ai montré que, du coup, par 2 points, passer une unique droite. Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu généraliser et montrer que, par exemple, par 3 points, passe une unique parabole? Qu'est-ce que ça change dans notre raisonnement? Bah, faut remplacer des 2 par des 3. Là, je m'intéresse aux paraboles, donc au polynôme de degré inférieur à 2. Et je veux qu'il passe par 3 points. Donc je vais poser ça. Est-ce que cette chose-là ne serait pas un isomorphisme par hasard? Si jamais je montre que c'est un isomorphisme, le théorème est démontré. Par 3 points du plan, passe toujours une unique parabole. Alors il faut que les x1, x2, x3 soient distincts quand même, bien sûr. Et en fait, je vous laisse y réfléchir. C'est pas plus compliqué à démontrer. Et même, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait pas démontrer que, en fait, par n points du plan, passe toujours un unique polynôme de degré inférieur à n-1. Donc là, même chose. n-1, n. Et puis là, je vais jusqu'à p de xn. On arrive sur des théorèmes qui commencent à être sacrément puissants. Est-ce qu'on ne pourrait pas démontrer que ça, c'est un isomorphisme? Je vous laisse y réfléchir. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps d'y réfléchir. Et quand vous aurez résolu cette question, eh bien, posez-vous une minute pour comprendre à quel point ce point de vue est un point de vue puissant, déjà d'une certaine élégance. On utilise des arguments algébriques assez beaux tout de même, il faut le reconnaître. Et puis deuxièmement, extrêmement efficace. Voilà, ça termine cette vidéo. La prochaine vidéo, on reprendra le cours et on parlera d'équations linéaires.